Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée et psychonutritionniste et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, j'accueille une invitée, Morgane Guignon. Salut Morgane. Salut! Et bienvenue du coup dans le podcast. Merci beaucoup de m'inviter. Je suis hyper heureuse de pouvoir participer à ton podcast. Donc, je m'appelle Morgane. Je suis chef cuisinière spécialisée en alimentation végétale et je suis aussi coach où j'accompagne en fait les personnes qui ont envie d'apaiser leur rapport à l'alimentation ou de transitionner vers une alimentation plus végétale justement pour se sentir plus alignée avec leurs valeurs mais aussi comment elles mangent. Voilà, ce dont je vais vous parler aujourd'hui un petit peu, mon parcours et tout ça. Aujourd'hui, on va vous parler en fait de notre expérience avec ce qu'on appelle donc les communautés alimentaires et les TCA, parce que l'alimentation, c'est quelque chose de très personnel. Ça fait un peu partie de notre identité, mais c'est aussi quelque chose qu'on partage tous et toutes en tant qu'être humain, parce que dans le sens où manger, c'est survivre à la base, donc on est tous et toutes un peu obligés. Et en fait, la beauté de l'alimentation, je trouve, c'est que elle se décline à l'infini. Et il existe plein de façons de manger. Et il y a beaucoup, beaucoup de possibilités avec l'acte de manger. Et en fait, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est des communautés alimentaires autour de l'alimentation. Donc, déjà, je pense que ce serait bien qu'on définisse c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par communauté alimentaire. Bah, en fait, pour moi, c'est tout simplement quand on se regroupe autour d'un ensemble de principes, on va dire, dans notre alimentation. Je pense qu'on peut définir ça comme ça. Que ce soit par rapport Ouais. à l'éthique, donc les végétaliens, végétariens, par rapport aux animaux ou à l'écologie, enfin, ou à la planète. Que ce soit médical, donc il y a des communautés de personnes qui se regroupent parce que, par exemple, elles ont la même allergie à un même aliment. Typiquement, par exemple, les personnes qui sont allergiques au gluten. Mm. Voilà, il y a aussi l'aspect religieux, évidemment, et puis l'aspect diététique sur lequel on va revenir aussi dans l'épisode parce que il y a quand même des communautés qui se regroupent autour de trucs comme par exemple la tendance Weight Watchers. Il y a une vraie communauté Weight Watchers, il y a une communauté, je sais pas moi, enfin, il y a plein de régimes comme ça qui sont devenus un peu des communautés. Donc on va revenir là-dessus aussi et sur l'impact en fait que ça a sur nos vies, comment ça influence notre façon de manger, quels sont on va dire les bienfaits et quels sont les inconvénients. Je pense que Mm. dans l'alimentation ou dans la vie en général, on a tendance à vouloir en fait être dans des communautés, à vouloir rejoindre un groupe d'individus qui fait la même chose que nous. Je sais pas ce que tu en penses, Ouais. mais... Ah ouais, je suis tout à fait d'accord. Je crois que c'est complètement humain et que c'est un besoin en fait d'appartenance à un groupe, de sentir que, et ça peut être dans notre rapport à l'alimentation, mais aussi dans nos activités, dans comment on s'habille. En fait, il y a une recherche de ce sentiment-là de faire partie d'un groupe. Et ça peut impacter de manière très positive ou de manière néfaste, parfois qu'on s'en rend compte ou pas. Mais c'est aussi, ouais, je trouve que c'est un sujet passionnant. Et alors moi, c'est marrant parce que j'étais végane, enfin, ouais, végane, vraiment, le mode de vie végane pendant 6 ans. On avait eu cette idée justement pour cet épisode de parler de comment ça avait impacté nos vies, nos TCA notamment, parce que tu as aussi eu un parcours avec les TCA. Comment en fait comment dire, cette façon de manger, vous avez impacté chacune différemment. Comment toi, ça s'est passé avec tes TCA et le véganisme? Je crois que je t'ai jamais vraiment j'ai jamais vraiment su la timeline. Je sais que tu as Mhm. souffert d'hyperphagie et de boulimie pendant plusieurs Mhm. années, pendant 15 ans, je crois, tu m'avais dit. Ouais. Et comment ça, enfin, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ton expérience avec les troubles et justement quand est-ce que tu as finalement transitionné vers une alimentation plus végétale? Alors, avec plaisir. En fait, mes TCA sont nés à peu près au même moment, et ça, je viens de m'en rendre compte là, où j'ai eu vraiment l'envie de devenir végétarienne, sauf qu'en fait, j'ai pas réussi. J'avais envie d'être végétarienne depuis vraiment l'enfance. Mhm. C'était quelque chose auquel je me suis toujours identifiée et justement, j'ai toujours eu envie de faire partie de ce groupe en fait. Pour moi, les végétariens, c'était le groupe des gens qui aiment les animaux, qui les protègent et je voulais faire partie de cette team-là, quoi.
Sauf que j'y arrivais pas du tout. Et je pense que la première fois que j'ai voulu faire cette transition, c'était pas du tout le bon moment, puisque justement, j'étais en plein dans une période de crise, de compulsion alimentaire, où je me sentais complètement en échec et je me suis rajouté des poids qui étaient intenables, en fait. Donc, ça a été un grand échec. Mais par contre, je crois que c'était 5 ou 6 ans plus tard, quand j'ai réussi à devenir végétarienne vraiment, ça m'a apporté énormément de joie, énormément de satisfaction parce que justement, j'avais l'impression d'être plus proche de qui je voulais être et de qui je suis en fait. Donc ça a été peut-être la première fois dans ma vie que j'ai senti un sentiment de fierté dans mon rapport à mon alimentation et au-delà de me sentir alignée avec mes valeurs et tout, vraiment ça m'a nourrie en fait sur un plan émotionnel, je ne sais pas si je peux dire sur un plan spirituel, mais en tout cas, ça m'a beaucoup apporté de sentir que j'étais en accord avec mes valeurs, etc. Pour autant, ça n'a pas non plus réglé les problèmes de compulsion que j'avais, mais c'était la première fois que j'avais quelque chose de vraiment fondamentalement positif dans mon rapport à comment je me sens quand je mange et comment je mange, pas comment je me mange, bien que peut-être il y a un lien, je ne sais pas. Et par la suite, quand je suis devenue végane, c'était il y a presque 10 ans maintenant, ça a été encore une fois un nouveau pas vers un sentiment d'alignement encore plus grand, encore plus large. Et donc, pour ma part, ça m'a énormément aidée parce que justement, c'est venu nourrir des sentiments de réussite, entre guillemets, j'arrive à atteindre mes objectifs, je me sens bien par rapport à moi, je me sens bien, même si j'allais avoir une compulsion, au moins, il y avait quand même une part de moi qui se disait, au moins, d'accord, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai encore des progrès à faire, mais au moins, j'ai pas fait de mal aux animaux et je suis comment j'ai mangé, peut-être que je suis pas OK avec comment j'ai mangé, mais qu'est-ce que j'ai mangé? Au moins ça me va. Et je pense que ça a été aussi un des premiers pas à avoir plus de bienveillance envers moi-même parce que j'avais ce truc auquel je pouvais me raccrocher de au moins ça, c'était bien. Ouais, donc pour moi, ça a été vraiment peut-être un des premiers pas que j'ai fait vers la guérison, en fait, et vers une relation à mon alimentation beaucoup plus épanouie. Je pense que je peux même parler d'épanouissement au-delà de guérison et d'aller mieux. C'était la première fois que j'avais un sentiment où j'étais vraiment épanouie dans comment je mange. En fait, j'ai l'impression que quand tu décris ça, enfin, finalement, que toute ta vie, ces valeurs-là de protéger les animaux, le végétarisme puis le véganisme, ça a été une encre un peu pour toi. J'ai l'impression que ça a été un peu ton point de repère. Et enfin, d'après ce que tu me dis. Et j'aimerais revenir aussi sur la culpabilité qu'on peut ressentir quand on est hyperphage ou quand on souffre de boulimie. Donc, on fait des crises alors qu'on a des valeurs éthiques et qu'on essaye de manger végétalien. Je ne sais pas si toi, tu faisais des crises où tu avais des aliments qui n'étaient pas végés à ce moment-là. Mais moi, je sais que ça m'est arrivé, c'est pour ça que je dis ça. Et Mmh. justement, je me demande, voilà, il y a aussi cet aspect-là et je me demande comment en fait gérer cette culpabilité. Enfin, Justement, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est en apprenant à me lâcher la grappe, entre guillemets, et en apprenant à être moins dure avec moi-même par rapport au craquage que je pouvais avoir mhm. vis-à-vis des écarts, vis-à-vis de mon régime végétarien. Végétarien, j'ai jamais fait d'écart parce que vraiment la viande, c'était à partir du moment où c'était fini, point. Par contre, quand je suis devenue végane, il y a eu énorme, mais je peux même pas compter le nombre de fois où j'ai mangé du fromage, des produits avec du lait, et même encore aujourd'hui, ça peut m'arriver en fait. Mais en apprenant à ne pas laisser mon mental penser que j'ai échoué dans tout et que je suis vraiment la pire des catastrophes, la pire des personnes parce que j'ai pas réussi à ce repas-là, etc. En fait, quelque part, ça m'a aussi appris à être moins dure avec moi-même quand j'avais des compulsions. Euh, En fait, je me suis dit, ça s'est passé comme ça. Je me suis dit, j'ai envie d'être végane, c'est ça que j'ai envie d'être. Par contre, si à chaque fois que je fais un écart, je me flagelle pendant des heures et j'ai l'impression que j'ai complètement échoué et donc je rentre dans un cercle de j'ai raté, du coup tant pis, quitte à avoir raté, autant complètement lâcher, etc., comme ça pouvait m'arriver avec les compulsions.
je me suis dit, mais si je commence à m'en vouloir comme ça à chaque écart, je vais jamais avancer en fait. Mmh. Et donc, j'ai commencé à célébrer mes victoires et toutes mes réussites. Et toutes les fois où j'avais envie d'un Kinder Bueno dans la machine et au lieu d'acheter un Kinder Bueno, j'ai acheté des chips, par exemple, qui étaient véganes. Alors, pas du tout, d'un point de vue santé, éthique, environnemental, ça venait pas nourrir complètement, mais au moins, c'était encore ce truc-là de au moins ça. Et en OK. fait, petit à petit, j'ai réussi à faire en sorte que ma culpabilité et le sentiment de culpabilité il soit de moins en moins important, qu'ils prennent de moins en moins de place par rapport au sentiment de réussite et au sentiment de en fait, c'est déjà bien ce que je fais. Et ça m'a appris à aussi le transposer par la suite, comme un muscle en fait, où j'avais fait l'exercice sur un point et ça m'a appris à le faire aussi par rapport aux compulsions, de me dire: «OK, là, j'ai pas mangé comme j'avais envie, c'est pas grave, ça veut pas dire que je vais pas y arriver au prochain repas, ça veut pas dire que ma journée ou ma semaine est foirée parce que, là, j'ai fait un écart». Et en fin de compte, ça m'a aussi, aidée à pratiquer cette gymnastique de souplesse, Mmh. par rapport à mes émotions et à ce sentiment de culpabilité, justement. C'est hyper intéressant de faire le parallèle avec les compulsions, je trouve, parce que finalement, un truc super important, qu'on voit là, c'est que quand on fait preuve de souplesse, quand on se parle avec bienveillance, quand, Mmh. voilà, quand on est dans cette mentalité-là, finalement ça se passe beaucoup mieux, les choses se passent beaucoup mieux et pourquoi on en arrive à culpabiliser, à se parler de manière horrible parfois? Bah, c'est parce qu'on est parfois hyper dur envers soi-même, que ce soit par rapport à nos valeurs, que ce soit par rapport à si on est en restriction, par exemple et je pense que dans tous les cas, effectivement, une des clés, heu, pour, heu, pour pas s'enfermer aussi, tu vois? Parce que je parle de souplesse dans le sens aussi où quand on devient végé, par exemple, on est catégorisé, ça y est, c'est on Mmh. remangera plus jamais un seul produit animal. C'est je sais pas Mmh. pourquoi, alors que non, on n'est pas obligé de se coller une étiquette sur le front, on peut très bien, enfin voilà, faire preuve de souplesse. Je pense que c'est ça la façon la plus zen en fait de s'alimenter aujourd'hui. C'est malgré la tendance de l'être humain à vouloir mettre des étiquettes et des catégories sur chaque, personne, c'est justement ne pas se laisser enfermer là-dedans et se dire: «Ben, non, je suis souple, enfin, il y a pas de souci, je peux goûter un bout de fromage, enfin voilà quoi, il y a pas de ça fait pas de moi une mauvaise personne, parce que comme tu dis, enfin, au moins, mes valeurs, enfin voilà, je sais quelles sont mes valeurs, je sais, enfin, j'ai trouvé mon équilibre et cetera et voilà. Mmh. Je trouve ça super chouette. Mais c'est vrai que je pense que ça dépend aussi de comment on se sent et quel type de personne on est. Je sais qu'il y avait un moment où pour moi, en fait, je fonctionnais beaucoup entre guillemets, «en pesant», en fait, le pour et le contre. Mmh mh. Hem donc en l'occurrence, je pesais pas le pour et le contre, mais je pesais la satisfaction, dans le présent et sur le long terme que ça allait m'apporter. Et par exemple, si j'avais super envie de goûter un truc avec du fromage, j'allais me poser la question: «Est-ce que la satisfaction sensorielle, gustative, le plaisir et cetera, de partager?» parce qu'il y a aussi un côté social. Et en fait, il y avait vraiment une grande période de ma vie, ce qui m'apportait le plus, c'était certes, je mange pas pareil que vous, mais ça m'empêche pas de passer un moment et de partager avec vous autrement que par la nourriture qu'on mange. Et en fait, je me sentais plus nourrie en étant, stricte avec moi-même, mais parce que du coup, je le vivais pas comme un truc enfermé ou strict, justement, je le vivais juste comme: «C'est ça qui m'apporte le plus de joie maintenant et plus tard, donc c'est juste le meilleur choix pour moi». Et il y a eu un autre moment où du coup, c'était une forme de souplesse différente parce que c'était pas une souplesse dans l'instant, c'était une souplesse avec moi-même. Il y a eu un autre moment de ma vie où en fait, ça a été un poids pour moi, d'être végane. Mmh. Et j'ai eu besoin en fait de m'accorder le fait de plus me sentir complètement alignée avec certaines de mes valeurs parce que c'était trop pour moi à ce moment-là, en fait. Donc notamment pendant ma grossesse, j'ai remangé du fromage, et des produits laitiers, pas de viande, mais en fait juste, c'était tellement pour moi à gérer émotionnellement, enfin voilà tout ce qui entourait ma grossesse, qu'à ce moment-là, j'ai eu besoin d'être plus souple avec moi-même par rapport au fait que d'accord, je suis pas en train d'être à la hauteur par rapport aux exigences que j'ai vis-à-vis de moi et aux attentes que j'ai et à ce que j'ai envie de créer pour le monde. Mais est-ce que je vais réussir à être cette personne-là si en fait, je m'autoflagelle chaque jour et que je ressens
je m'apporte pas du soutien en fait. Et ça aussi, c'était une autre forme de souplesse, mais qui m'a fait du bien. Et ça m'a pas empêché par la suite de redevenir végane dès que ça a été possible pour moi et que à nouveau, ça m'a apporté de la joie. Hmm. Donc c'est ça finalement l'équilibre et le bien-être, c'est selon les périodes de la vie qu'on traverse, émotionnellement, physiologiquement, etc. Avec la grossesse par exemple, t'as su adapter à tes besoins et tes besoins physio et émotionnels et c'est ça que je trouve génial. Et je pense qu'il t'a peut-être permis de garder cette relation, une relation positive à la nourriture. Enfin voilà, en tout cas, je trouve ça vraiment trop intéressant. Et c'est vrai que appartenir à cette communauté, alors pour ma part, du coup, moi, je suis devenue végane, mais c'est pas du tout la même chose. Je pense on n'a pas le même parcours. J'ai fait un peu l'inverse. Euh, Moi, je suis devenue, en fait, je suis devenue végane pendant mes troubles, au début de mes troubles alimentaires, mais parce que j'avais regardé des reportages et tout ça, et j'étais quand même hyper sensibilisée. Donc, je pense qu'il y a une part de moi qui l'est devenue pour les animaux, ça c'est clair. Parce que ben voilà, j'avais vu des reportages les plus horribles et tout. J'avais eu une grosse prise de conscience, j'étais très en colère à ce moment-là. Et je pense aussi que malheureusement, il y a une part de moi qui espérait, avec mon trouble, hein, c'est bidon, maintenant je le sais que c'est faux, mais il y a une part de moi qui espérait perdre du poids parce que j'étais encore pas très bien renseignée sur le véganisme. Je me disais, ah, bah, je mangeais que des légumes, enfin, je mangeais que des choses super light et tout, alors qu'en fait, bah non, quand on est vegan, on mange des plats ultra complets, on est tout autant calé que, je veux dire, un omnivore. Donc voilà, quand j'ai appris ça, je me suis dit, ah ok. Enfin, je l'ai bien vu en fait par moi-même que je perdais pas de poids avec le véganisme. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a eu à moitié, tu vois, cette dualité de je fais ça pour les animaux, mais ça faisait partie de mon trouble aussi. Donc, un peu compliqué cette histoire-là. Et puis, euh, et puis ouais, j'ai très bien vu l'aspect un peu l'aspect communauté hyper positive, genre c'est-à-dire faire partie de ce groupe-là de personnes, avoir voilà, des personnes qui me soutenaient, qui me donnaient des conseils pour transitionner, tout ça. Et puis voilà, ça m'a fait un peu du bien. Et puis par contre, il y a eu trop de. Enfin, moi, pour le coup, j'ai pesé le pour et le contre à un moment. Et il y avait beaucoup de contre quand même, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses qui m'ont perturbée là-dedans, dans le sens où je me faisais beaucoup. Enfin, j'étais beaucoup rejetée pour ça. Socialement, bon voilà, hein, je pense comme beaucoup de personnes qui deviennent végétaliennes notamment. J'ai été harcelée d'ailleurs pour ça dans une école d'ingénieurs, donc avec des gens censés être matures et tout ce que tu veux. J'ai été harcelée sur les réseaux sociaux parce que je partageais des posts informatifs pour le coup sur la B12, sur des choses comme ça, enfin sur voilà des posts informatifs. Et les gens, il y avait un groupe de personnes déterminées à de me mettre la misère et au début, se sont mis à se moquer de moi gentiment, et puis après, ça a mal tourné, et c'était carrément des menaces, enfin, des choses horribles. Donc, je l'ai hyper mal vécu. Et puis finalement, pourquoi j'ai arrêté de l'être? Enfin, je l'ai arrêté en 2018 ou 19, je crois, d'être végétalienne suite au conseil d'un naturopathe, parce qu'en fait, et puis je me suis rendu compte surtout que, alors déjà deux choses, moi je digérais pas les légumineuses, donc c'était un peu compliqué, et alors que j'adorais ça, et en plus de ça, ça m'a permis moi de me libérer. Alors c'est contradictoire avec plein d'histoires que j'entends de personnes qui justement en devenant végétaliennes après leurs troubles, elles ont trouvé quelque chose, comme tu dis, pour se nourrir. Enfin, elles se sont nourries, elles ont nourri leur corps et leur esprit, j'ai envie de dire, avec ces valeurs-là et tout, et cette communauté. Bah, moi, ça a été l'inverse. Je sais pas, j'ai eu besoin d'en sortir, en fait. J'ai eu besoin de remettre les compteurs à zéro, voilà, de retrouver un nouvel équilibre en repartant à zéro, en réintroduisant tout et en me disant après, une fois que tu seras reparti sur ces bases-là, tu verras ce que tu as envie de faire ou pas. Et j'ai eu besoin de réintroduire plein d'aliments comme ça parce que moi, mes troubles, ils étaient. Enfin, mais le véganisme, pour moi, c'était trop lié à mes troubles et du coup, voilà, j'ai eu besoin de faire ça. Moi, ce que j'entends dans ce que tu partages, c'est que c'était quelque chose qui venait aussi nourrir tes restrictions.
Oui, et les aliments interdits, comme si la liste, elle s'était encore allongée et qu'il y avait besoin à un moment donné de supprimer les restrictions et les interdits. Et c'est vrai que j'ai vécu ce moment-là aussi, en fait, où quand pendant ma grossesse, je me suis réautorisée à manger du fromage, ben, ça a été vraiment la fin de l'exercice de souplesse et de gymnastique sur la culpabilité et sur j'ai le droit de manger tout, en fait, et juste, je me lâche la grappe avec ça. ouais. Et ça a été vraiment la fin. Et derrière, quand j'ai repris, j'ai repris avec, je sais pas, bah, plus de souplesse, en fait. J'étais beaucoup plus. Il y avait moins un enjeu enfin, grave. Tu vois, il y avait moins de gravité, en fait. Il y avait quelque chose de plus léger dans mon rapport à ça qui me fait juste du bien, en fait. Et c'est pas je vais sauver la planète. Enfin, tu vois, il y avait une espèce de tension à l'intérieur de moi par rapport au véganisme. C'est hyper important. Et en fait, bien sûr, c'est hyper important pour moi. Mais moi aussi, je suis importante pour moi, en fait. Exactement. Ouais, j'étais un peu dans cette mentalité-là. Je me mettais beaucoup de pression, je pense. Et ça, c'est un trait de personnalité. Après, je me suis mis la pression sur plein de choses dans ma vie. Et avec le véganisme, mais tu as totalement raison. En fait, c'était à l'époque un prétexte pour avoir encore plus de contrôle et de restrictions dans mon alimentation. Je pense que je m'en suis servi malheureusement comme d'une excuse pour pas manger comme tout le monde et une excuse pour dire ah bah non moi je vais pas manger ça plutôt que de voilà pour moi c'était une excuse facile. On me posait pas trop de questions du coup voilà ça je pense que ça a été clairement mon prétexte alors que c'est dommage parce que c'est des belles voilà c'est des belles valeurs. Enfin moi je sais encore qu'aujourd'hui ben j'ai conscience de ce qui se passe et tout ça avec ben dans l'industrie agroalimentaire avec les animaux et ça me rend j'ai encore cette dualité en moi et mais je me dis en fait j'ai quand même bien fait de réintroduire des aliments d'origine animale parce que dans le sens pour ma santé mentale vraiment par rapport à la santé globale et surtout aux animaux bon bah c'est autre chose mais voilà je suis contente de l'avoir fait ça fait partie de mon équilibre aujourd'hui je suis pas fermée à manger de temps en temps enfin je suis pas non plus fermée, je mange végé de temps en temps. Là, tu vois, j'ai du fromage végétal dans mon frigo, par exemple, parce que je sais pas, je l'aime bien. De temps en temps, voilà, je me fais des plats. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Et je sais pas si un jour j'y reviendrai. Je pense que justement, c'est important de pas être dans cette binarité et juste de rester dans la souplesse, de dire bah au lieu de dire je veux devenir, enfin c'est ce que je me dis en tout cas dans ma tête, au lieu de se dire je veux devenir végétalienne, végétarienne, etc. Ben, se dire peut-être bah, je veux tenter de réduire un peu mes produits d'origine animale et tout doucement, tranquillement, enfin, sans se mettre cette pression de cette espèce de mode interrupteur, tu sais, genre soit je le suis pas, soit je le suis. Et c'était Ouais. vraiment ça dans ma tête en fait. C'est là encore une fois la mentalité tout ou rien. Il y a cette Ouais, ce truc-là de j'ai raté, donc c'est foutu, en fait. Alors que, effectivement, je trouve que c'est, pour moi, la base, c'est de quel endroit ça vient, en fait. Souvent, quand je crée des accompagnements ou même dans la formation à la cuisine végétale que je suis en train de créer là pour la rentrée, il y a le premier module, par exemple, de ma formation, c'est pourquoi, en fait. Connaître son pourquoi, pour moi, c'est essentiel parce que, bon, déjà, ça permet de se rassurer sur nos motivations et potentiellement observer s'il y a des mécanismes qui sont peut-être pas très sains, pas très bienveillants envers nous-mêmes et tu vois, voir en fait, bah, quelque part, j'ai envie de devenir végane parce que j'espère que je vais maigrir. Dans le temps, on voit bien que c'est un truc qui risque de pas tenir en fait parce que c'est pas une motivation très forte et en plus de ça, c'est une motivation qui va un peu contre nous en fait, au lieu de nous soutenir. Et si on observe que nos pourquoi, c'est ben, en fait, j'ai envie de faire mieux, j'ai envie de me sentir mieux, et qu'on est dans des choses qui sont positives pour nous, positives pour la planète, ben, quelque part, c'est des choses qui vont déjà venir nous nourrir à chaque fois qu'on le fait, qui vont venir nous apporter du positif, des émotions positives, des pensées positives, qui vont venir nourrir une estime de nous plus positive à chaque fois. Et puis par ailleurs, quand on sait notre pourquoi, bah, ça nous aide aussi à tenir quand on rencontre des personnes qui sont un peu hostiles à nos choix qui sont différents des leurs, etc. Et une fois qu'on a conscience de notre pourquoi, le faire avec douceur envers soi, le faire avec bienveillance, aller à notre rythme à nous et se libérer de ce truc de, en fait, dès que je fais la moindre erreur,
je suis en échec, donc j'abandonne tout, et pouvoir observer qu'en fait, notre rythme, peut-être qu'on est allé un peu trop vite et qu'il va falloir ralentir un tout petit peu et célébrer chaque pas, chaque étape. En fait, c'est vachement lié avec la guérison des troubles alimentaires, je trouve. La manière dont j'aborde les transitions vers un régime végétal. Au final, je les gère un peu de la même manière que j'aborde les transitions dans le rapport à l'alimentation, en célébrant chaque petit pas et en se faisant du bien, en faisant attention à comment on se sent, etc. Et je trouve qu'au final, quand on le fait comme ça, ça nous apporte forcément des choses positives puisqu'on va à notre rythme. Et quand ça ne nous apporte pas des choses positives, on fait une pause et puis on reprend quand c'est bon. Et ça permet d'avoir du recul et d'être toujours sûr que ce qu'on fait, c'est OK avec nous et c'est là où on veut aller. Et ouais, dans l'observation, je trouve que que ça peut être justement une super belle manière, comme tu disais, de se sentir mieux, quoi. En fait, j'aime bien effectivement de faire ce parallèle avec les troubles alimentaires ou la restriction. C'est finalement, en fait, le point commun avec tout ça, c'est cette mentalité tout ou rien. C'est quitter cette mentalité et adopter quelque chose, une mentalité plus souple, plus bienveillante. C'est vraiment ça, je trouve, la clé. Qu'on veuille transitionner vers une alimentation végétale, comme tu dis, ou sortir de la restriction, enfin de ce cercle vicieux, régime, craquage, etc. En fait, tout ça vient du fait qu'on se met une pression de fou avec l'alimentation et que c'est soit tout, soit rien. Donc voilà, effectivement, je pense que c'est important de bien travailler sur ça, en fait, d'acquérir cette souplesse. Et c'est bon, ça se fait à force d'expérience, je pense. Et puis surtout, moi, je pense aussi à base d'accompagnement, de petits exercices pour travailler sur les pensées hyper rigides, pour assouplir tout ça, on va dire. Justement, c'était un peu ouais, la question que je me posais, comment retrouver de la souplesse et s'éloigner des étiquettes? En fait, tu viens d'y répondre. Il y a une chose que tu as dite que je trouve hyper intéressante aussi. Tout à l'heure, tu parlais des réactions de l'entourage. Parce que c'est vrai que c'est hyper fréquent quand on devient végétarien, végétalien, et même flexitarien, même si j'adore pas ce terme. On est très souvent confronté aux critiques, voire même aux moqueries ou carrément à l'hostilité de notre entourage. Je pense que déjà, c'est important de comprendre que parfois, il y a certaines personnes qui le vivent comme un miroir et qui se sentent critiquées, alors que pas du tout. Et malheureusement, ça demande des efforts et ça demande de la force, en fait, de se blinder un petit peu contre ça et de se dire, OK, c'est pas contre moi, je vois bien que cette personne, elle est en réaction face à ça et pas contre moi. Mais je trouve que là aussi, il y a encore un parallèle parce que ce soit quand on fait un régime, quand on veut arrêter des mauvaises habitudes qu'on a, etc., il y a toujours l'entourage qui vient apporter son petit grain de sel. Et je Ouais. me souviens que, alors, à l'époque, quand je le faisais, c'était extrêmement toxique pour moi. Mais quand je me disais, ça y est, j'arrête les compulsions alimentaires, à partir de maintenant, je suis au régime. Donc, alors, bien sûr, c'était fait dans la force, contre moi-même, avec énormément de restrictions et tout ce qu'il ne faut pas, entre guillemets. Mais il y avait quand même, dans le fond, une volonté d'aller mieux qui était là. Et j'allais être confrontée à des critiques, ah bah tu manges pas ça, nanana, et des trucs qui sont vachement décourageants en fait. Et c'est vrai que je trouve que parfois, c'est pas évident à gérer, que ce soit quand on veut changer notre manière de manger ou aussi quand on a envie juste d'aller mieux, de guérir et de poser nos limites. Il y a un peu ce truc-là aussi de dire non, là, par exemple, je sais que ça m'est arrivé avec des amis quand j'avais des périodes de grosses compulsions, de dire là, je me sens pas d'aller au resto en fait, parce que je savais que ça allait être une catastrophe pour moi et que j'allais pas le gérer. Et je me suis dit, en fait, est-ce que j'ai envie de me mettre dans cette situation? Non, je crois que ça va pas me faire du bien. Et en fait, c'était jamais bien accueilli. Il y avait toujours un truc de ouais, mais t'as vu, tu viens pas, et tu sais, des jugements, et chacun veut te donner ses conseils. Et je me disais, en fait, non, je crois que c'est moi qui sais, quoi, que là, juste, ça va pas me faire du bien de venir au resto parce que ça va être trop dur. Alors que si j'y vais à un moment où j'ai juste envie, ça sera vachement plus juste pour moi, je passerai un meilleur moment et vous aussi, du coup. Et ça m'intéresse de savoir ton avis par rapport à ça, par rapport à, dans le rapport à l'alimentation et justement la gestion des troubles du comportement alimentaire. Comment tu
Comment tu vois ça, l'entourage et le poids que ça peut représenter Ouais, c'est une très bonne question. Pour commencer, en fait, je trouve que la culture des régimes, finalement, c'est une vraie communauté. Enfin, en fait, il y a une vraie communauté qui s'est formée autour de cette idée de je me surveille, je fais attention Mm. avant les fêtes ou avant l'été, et puis après, machin, je me lâche. J'ai l'impression qu'en fait, si tu ne fais pas ça, déjà, on te regarde bizarrement, genre, ah ouais, toi, tu vas manger tout ça, ah, mais je sais Mm. pas comment tu fais et tout. Quand t'es pas dans cette communauté de... Enfin, je l'ai vraiment vécu comme ça pour ma part. Quand t'es pas dans cette communauté de je fais des régimes et puis après je reprends du poids et puis je recommence, etc., je me remets au régime, quoi, en permanence, ben, j'ai l'impression que t'es un peu un être à part. Voilà. Et déjà, ça, c'est un premier point. Et du coup, en fait, ouais, quand j'avais des troubles aussi, alors moi j'en avais parlé à personne, je sais pas toi, mais moi j'en avais vraiment parlé à personne, personne n'était au courant. Donc du coup c'était très dur parce que je me sentais hyper seule dans un premier temps. Et ouais, dans tous ces événements type restaurant, fêtes en famille, enfin fêtes Mm. culturelles et tout ça, c'était effectivement très compliqué. Et je ressentais vraiment cette espèce de surveillance de la date culture qui revenait tout le temps. Mm. Donc en fait, j'étais pas dans cette, enfin, j'étais dans cette communauté, mais j'étais aussi dans la communauté des TCA. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je me sentais, j'appartenais à des communautés, mais je me sentais appartenir à aucune communauté. Je me sentais seule en fait. Mm. Voilà, c'était vraiment pas cool. Au bout d'un moment, j'ai quand même commencé à communiquer avec des personnes qui avaient des troubles alimentaires parce que je suis passée par une grosse phase de déni aussi, il faut le dire. Quand je suis commencé un peu à sortir de ma phase de déni, je me suis rendu compte que avec la communauté TCA, bah, finalement, au début, je trouvais du soutien. Et après, je me suis retrouvée enfermée dedans. C'est pour ça Mm. que quand je vois mes clientes en accompagnement, je leur dis toujours, au bout d'un moment, fais gaffe parce que c'est bien de faire le tri dans les réseaux et d'arrêter de suivre les comptes un peu toxiques, perte de poids, tout ça. C'est bien de se mettre à suivre des comptes qui ont des discours bienveillants, déculpabilisants. Par contre, au bout d'un moment, tu satures. Clairement, moi, au moment, j'ai saturé de cette communauté, j'en avais marre, en fait, de lire tout Mm. le temps ces trucs-là. Et même encore aujourd'hui, en tant que professionnelle, vu que c'est quand même ma niche, mon domaine, forcément, je suis connectée avec plein de pros dans le même domaine que moi et qui ont une approche plus ou moins similaire. Et des fois, ouais, ça me gave en fait d'être dans Mm. cette. J'ai envie, si tu veux, je suis fière de ce que je fais et je suis fière voilà, d'accompagner des personnes vers une alimentation plus sereine. C'est juste que parfois, j'ai envie d'être associée à autre chose. J'ai envie de m'épanouir aussi à travers d'autres choses qui me passionnent et qui n'ont rien à voir avec l'alimentation. Donc voilà. Je m'éloigne peut-être un petit peu là. Enfin, je suis en train de m'égarer un peu, mais tout ça pour dire que il y a ce côté positif et soutien. Mais il y a ce côté enfermement que j'ai pu ressentir. Voilà, je sais même pas si ça Mm. répond à la question que tu m'as posée, mais Ouais, c'est vrai que dans ce que tu dis, ce que j'entends aussi, c'est le fait d'avoir été seule à un moment donné et Mhm. d'avoir pu trouver du soutien dans une communauté. Et c'est vrai que quand on devient végétarien, végétalien, vegan, il y a une énorme communauté en ligne qui a envie d'avoir plein de gens qui deviennent véganes. Et du coup, il y a une espèce de bienveillance de venez, venez, venez. Mhm. Et c'est vrai que c'est super facile en fait de trouver des gens qui vont donner des conseils, qui vont t'accompagner, qui vont t'aider. Et je pense que c'est pareil dans d'autres domaines aussi. Et je trouve ça important de ne pas rester seul et de se faire aider, que ce soit par des professionnels qui vont vraiment nous guider pas à pas, et c'est leur métier, et ils sont dispo pour nous, et ils ont le temps, et ils ont des méthodologies, etc. Ou alors avec voilà, des gens qui vont juste être des amis et nous soutenir. Et je trouve ça aussi important à cet endroit-là aussi de ramener de la souplesse et de se poser la question, est-ce que ça me fait du bien, et de pouvoir poser nos propres limites et se rendre compte, comme tu l'as ressenti, si à un moment donné c'est trop, en fait de pouvoir prendre du recul si on a besoin, et Mhm. ouais, voilà, prendre soin de soi en fait aussi dans ce sentiment d'appartenance à un groupe ou non. Je pense que c'est en fait ce qui est intéressant aussi, ce que j'en rajouterais, c'est que pour se libérer finalement de trouver sa propre identité alimentaire, j'ai envie de dire, je sais même pas si ça existe, mais voilà, Mmh. pour se libérer un peu de certaines injonctions, peu importe de quelle communauté ça vient, tu vois.
Là, je trouve important de ne pas s'enfermer dans une seule, de s'ouvrir à tout, de se faire sa propre idée en fait des choses. Il y a un truc que tu as dit qui est hyper important, c'est cette notion d'identité. Mhm. Je pense qu'au-delà de l'envie d'appartenir à un groupe, il y a vraiment quelque chose d'identitaire en fait dans notre façon de manger et des étiquettes. Il y en a d'autres aussi qu'on ne voit pas forcément. Je sais que j'avais une amie une fois qui m'a dit, alors qu'on parlait justement de son rapport à l'alimentation, etc., et qu'elle voyait bien qu'elle avait plein de clés pour venir un peu aller mieux et guérir la manière dont elle mange et comment elle se sent quand elle mange, etc. Et en fait, elle m'a dit, j'ai hyper peur d'aller mieux parce que c'est qui je suis en fait. Je suis grosse et je suis une personne qui mange beaucoup et j'ai toujours été grosse et je ne sais pas qui je suis en dehors de ça. Mhm. Et, euh, et ça a été hyper puissant. Ça a été un peu violent pour elle, en fait, de se rendre compte qu'elle était attachée et qu'elle avait, c'était au-delà de l'étiquette, elle avait ce truc de, en fait, je crois que c'est qui je suis d'être grosse et d'avoir des problèmes avec comment je mange. Et elle s'est Mhm. rendue compte qu'il y avait tout un truc dans sa famille, etc. Et que c'était une étiquette qu'elle n'avait pas choisie, qu'elle n'avait même pas remarqué qu'elle avait, mais que ça faisait partie de qui elle croit qu'elle est et de son rapport à elle-même et de son identité. Et, euh, et du coup, c'est hyper intéressant, je trouve, de se rendre compte à quel point c'est puissant notre rapport à l'alimentation, comment on mange, que en fait, ça peut aller même jusqu'à c'est qui je suis. Ouais. Et de pouvoir s'apporter aussi de la bienveillance là-dedans, de se rendre compte, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, si ça me convient pas, d'y aller avec douceur envers nous-mêmes, de pouvoir se poser les bonnes questions et de respecter nos rythmes là-dedans pour euh, se sentir bien, quoi. Exactement. C'est vrai que je trouve que c'est important de conserver une identité sans que ça devienne toute notre identité. Mm, C'est-à-dire que, pareil, depuis toute petite, j'avais cette étiquette de la gourmande, la nana mm, qui, voilà, qui aime bien manger, qui a un bon coup de fourchette, la gourmande, quoi. mm. Du coup, ça m'a suivi en fait toute ma vie et ça a été c'est pas, ça n'a pas été facile en fait, parce que j'en avais marre au bout d'un moment qu'on me définisse par ça. Puis après, il y a eu les TCA, donc voilà, après j'ai Mm, eu d'autres étiquettes, le véganisme, etc. Et en fait, je me mm, rends compte que je pense aussi que peut-être c'est un moyen pour certaines personnes justement de ne pas faire face à qui elles sont en dehors de l'alimentation. En tout cas, mm, ça a été mon cas pendant très longtemps. Ça m'a permis en fait de me concentrer quasiment que sur ça et pas sur le reste de mes autres facettes en fait. ouais. Et Mm, donc finalement quand je me suis libérée de toutes ces étiquettes et de ces injonctions, que ce soit de la diet culture ou la pression que je m'étais mise avec le véganisme, que je m'étais mise toute seule, hein, la pression, quand je me suis libérée de tout ça, bah, j'ai redécouvert une autre personne qui avait des projets, mm, des rêves en dehors de l'alimentation, le poids, machin et tout, toutes ces règles que je m'étais mises. Et ça m'a fait un bien fou. Et je pense que voilà, il s'agit de placer, enfin, de trouver un équilibre, de placer le curseur au bon endroit. Évidemment que c'est quand même important d'avoir ces valeurs, ces principes dans l'alimentation. On a tous, comme je disais au début de l'épisode, on a tous et toutes une façon très personnelle de manger, d'aborder l'alimentation. Et je pense que voilà, c'est important de garder ça. Mais après, aller dans cet extrême de ta vie est régie par ça, non, enfin, mm. c'est là que si ça te fait du mal, c'est pas bon signe. Ouais, Ça- je trouve que c'est un magnifique exercice en fait de se poser la question, si je devais me décrire en quelques mots, qu'est-ce que je dirais de moi? Et Mm, de se rendre compte en fait quelle place on donne à quoi. mm, C'est vrai que souvent on se définit par notre travail, ou on va se définir par notre place dans la famille. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui vont dire je suis maman ou je suis psychologue ou je suis, je sais pas, boxeur. Enfin voilà. Et c'est rigolo, je trouve, de se rendre compte. Et justement, par exemple, je suis végane mhm, ou voilà, je suis, je sais pas comment on appelle les gens qui font du CrossFit, mais je trouve qu'aussi dans les communautés sport et ouais, healthy ou fit food et tout, il y a vraiment une grosse communauté aussi à ce niveau-là. On mm, mange sain, on fait du muscle, on prend soin de notre corps et tout. Et c'est intéressant de se rendre compte et de se poser la question. Ok, en fait, de manière consciente ou inconsciente, à quelle communauté, à quelle famille je considère que j'appartiens, quelle place je donne à ça, et est-ce que je me sens OK avec ça déjà? ouais, Et aussi, comment je peux me définir en dehors de ça? Et de se rappeler qu'on peut aussi se définir comme étant une personne
je sais pas, qui a un grand cœur, qui aime peindre, qui, enfin, je sais pas, qui adore marcher dehors. Enfin voilà, qu'il y a plein d'autres choses aussi dans notre personnalité et dans qui on est que notre rapport à la nourriture et comment on mange et à quelle famille on appartient, quoi. Je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, j'allais te demander un peu, enfin, j'avais envie qu'on donne des conseils aux personnes qui nous écoutent actuellement, des conseils pour trouver leur équilibre selon, enfin, les valeurs, la santé, etc. Surtout si c'est des personnes qui ont actuellement une relation troublée avec la nourriture, une relation un peu voilà, compliquée, négative avec la nourriture. Comment faire pour justement trouver son équilibre? Et du coup, ce que tu viens de dire, ça me donne l'idée que déjà, quand on fait partie de ce genre de communauté, euh, toujours se demander est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça m'apporte satisfaction, plaisir? Est-ce qu'il y a des situations où ça me stresse? Et qu'est-ce que je peux faire dans ces situations de stress pour assouplir le truc et me lâcher un peu la grappe et tout ça, quoi. Hmm. Voilà, donc ça, ce serait peut-être un premier conseil. Quel autre conseil t'aurais pour une personne qui... Alors, soit une personne qui souhaite peut-être changer un peu son type d'alimentation, ou alors juste une personne qui se questionne sur son type Hmm. d'alimentation, sur sa communauté. Moi, je trouve ça toujours intéressant comme exercice de se remettre en question et de s'observer sans juger, mais juste vraiment de s'observer sincèrement en fait et de voir comment on fonctionne. Est-ce que ça me convient de fonctionner comme ça? Donc par exemple, quand j'accompagne des gens qui veulent faire une transition vers un mode de vie et plus écologique ou une alimentation plus végétale, les Mhm. premières questions que je vais poser, c'est déjà savoir comment elles mangent et qu'est-ce qui leur convient en fait. Ouais. Parce que parfois on se focalise vachement sur ce qui va pas, mais il y a forcément des choses qui vont en fait. Donc déjà de remarquer toutes les choses qu'on fait qui nous conviennent et qu'on a envie de continuer à faire et qu'on réussit déjà parce que du coup on vient nourrir aussi ces sentiments de ça au moins j'y arrive. Il y a toujours ce truc de au moins qui revient. Et ensuite de voir en fait quels sont les endroits où ça me convient absolument pas de faire ça et de se poser la question pourquoi ça me convient pas, c'est à quel endroit que ça me convient pas, est-ce que c'est comment je le fais, est-ce que c'est le moment où je le fais, est-ce que c'est ce qu'il y a derrière ça. Euh, et ensuite, je vais souvent inviter les gens à se poser la question de quelles sont leurs valeurs fortes. Et je trouve que pour définir nos valeurs, c'est important de savoir justement un petit peu qui on est, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on aime chez nous, qu'est-ce qu'on veut là aussi euh, voir grandir en nous, ou est-ce qu'au contraire, qu'est-ce qu'on a envie de faire évoluer Mhm. et de le faire depuis un espace de j'ai envie de me sentir mieux et pas je m'aime pas donc je veux changer et de le faire voilà avec bienveillance envers soi, tout ça. Et, euh, et en fait, une fois qu'on sait que nos valeurs fortes, c'est, par exemple, dans mon cas, si je prends mon exemple, ma valeur la plus forte, c'est de prendre soin de la planète et de faire en sorte que il y a plein de choses et c'était vraiment depuis que je suis enfant. J'aime cette planète. En fait, je trouve que le vivant, c'est magnifique. Je trouve je suis en émerveillement absolu en fait devant la beauté de cette planète et j'ai envie non seulement de contribuer à la protéger et à faire qu'elle aille bien, mais aussi de faire qu'elle aille pas, enfin pas bien et donc d'aider les personnes aussi qui ont qui ont envie de protéger la planète et de ne pas avoir un impact néfaste dessus. Et donc, comment, en fait, je peux faire ça dans ma vie et comment je peux le faire à mon rythme sans bousculer complètement mes habitudes. Alors, il y a des personnes qui ont besoin que ça soit radical et du jour au lendemain. Et voilà, elles ont besoin, elles fonctionnent comme ça. Et dans ce cas-là, vraiment faites-vous accompagner. Ça sera la meilleure manière de réussir. Et il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin justement de faire un changement sur une semaine et de voir si ça marche. Et ensuite, peut-être que si ça nous a nourri, que c'était cool pour nous, bah, la semaine d'après, on peut faire un deuxième changement et voir est-ce qu'on se sent bien avec ça et comment on peut aménager à la fois notre emploi du temps autour de ça, mais aussi nos émotions, notre mental pour pas être surchargé. Et quand je dis avancer à son rythme, c'est ça aussi, hein, c'est euh, euh, considérer tous les aspects de notre vie, familiale, sociale, émotionnelle, en termes de temps, en termes d'énergie, pour pouvoir avoir tout de notre côté, en fait, pour que ça se Mhm. passe au mieux, quoi. Donc déjà, je trouve que si on commence comme ça, on est sur un bon départ. Écoute, je trouve ça super beau déjà, ces valeurs comme tu les décris en fait avec la planète. Et je suis totalement alignée en fait
avec cette approche de peu importe en fait ce que tu veux changer en termes d'alimentation ou même en général dans la vie, tu vois, cette approche d'y aller pas à pas, de toujours bien scanner tes besoins, même tes besoins émotionnels, et cetera, de toujours te questionner: «Est-ce que là, c'est toujours en train de me faire du bien? Est-ce que c'est toujours OK pour moi?» Voilà, et puis d'apporter de la souplesse dès qu'il y a une situation où ça génère du stress, tout de suite, te dire: «OK, qu'est-ce que je peux faire?» Voilà, je suis hyper alignée avec ça, donc c'est enfin, je trouve ça cool et justement, ben, j'avais envie de te demander et ce serait peut-être un peu, le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de te dire ou de donner comme petit conseil à une personne qui a des troubles alimentaires aujourd'hui, et qui souhaite apporter, ce genre de changement à son alimentation? Quel serait le petit mot que tu as envie de transmettre? Bah, j'aurais envie de dire déjà, bravo d'avoir cette envie, bravo d'avoir envie d'aller mieux. J'ai envie d'encourager cette personne à y croire et j'aurais moi, en tout cas, ce qui a marché pour moi, c'est de pas rester seule. Ça Mmh. m'a beaucoup aidée de pouvoir en parler parce que voilà, déjà en parler quelque part, il y a une espèce d'engagement qui se crée de là, j'en parle, donc j'assume que ça va pas bien et aussi je fais un premier pas pour aller mieux. Et si on n'a pas dans notre entourage le soutien dont on a besoin, l'oreille en fait, l'écoute, l'attention et voilà, dont on a besoin pour aller mieux, de pas hésiter en fait à faire appel à des professionnels parce qu'il y a plein de gens, il y a plein d'approches, il y a autant d'approches et de manières de faire et de personnalités que de personnes qui ont besoin d'aide. Et il y a une personne pour toi qui pourra t'aider et qui pourra t'accompagner à ton rythme pour aller vers ce que tu souhaites pour toi. Merci beaucoup et je rajouterais, effectivement, juste un petit mot aussi, c'est, si tu souffres de troubles alimentaires actuellement et que voilà, tu te questionnes sur certains changements, certaines valeurs, ben, reste, enfin, sois patient ou patiente avec toi-même et surtout reste dans la bienveillance et l'indulgence parce que chaque chose en son temps et la priorité, c'est, évidemment ta santé mentale, d'être suivi, comme tu le dis Morgane, sur, tous les aspects en fait. Il y a des professionnels, qui peuvent, t'aider, sur plein d'aspects et d'attendre, voilà, d'être vraiment sûr, je pense, d'être prêt ou prête à faire ces changements avec, sérénité, que ce soit, sans pression, sans stress et en douceur. C'est vraiment ça l'important et je pense que de toute façon, c'est la base de ton accompagnement donc voilà, en tout cas, je mettrai, tous les liens, vers ton site Morgane et vers ton compte pour, les personnes que ça intéresse. Tu fais aussi d'autres, choses comme le breathwork, la communication animale, donc tout ça, je laisserai, ben, les personnes, te découvrir. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cet épisode, c'était super intéressant, enfin super riche, donc merci d'avoir, été là et d'avoir partagé tout ça. Oh, merci beaucoup de m'avoir invitée. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié ce moment. C'était trop, trop chouette. Donc merci à tous et à toutes, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura apporté des pistes de réflexion, des clés. Si vous avez apprécié l'épisode, le podcast, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Maintenant, vous pouvez le faire sur Spotify aussi, en plus d'Apple Podcasts. Et n'hésitez pas aussi à venir nous parler, à Morgane et à moi, sur les réseaux. Envoyez-nous des petits messages. Si vous avez des retours à faire sur l'épisode, je serai ravie d'y répondre. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.